Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc l'ignorance engendre la misère et la misère engendre le crime. Voilà ce que va toujours plaider Hugo. Et également, il pense à ces femmes, à ces prostituées qui sont innombrables au XIXe siècle. Plusieurs dizaines de milliers, certains ont même parlé de 100 000 à Paris. Et il pense que ces femmes, également, ne sont allées vers l'abjection suprême qu'à cause de l'ignorance, qu'à cause de la misère. Il pense aux enfants qui souffrent. Hugo est hanté par l'enfance. Il ne supporte pas qu'un enfant souffre, il dit qu'on n'a pas le droit de faire souffrir un enfant. L'enfant qui souffre, c'est également le produit de l'ignorance et de la misère. Alors, ce sera sa grande plaidoirie, sortir le peuple de l'asservissement où justement l'ignorance et la misère l'ont plongé, lui donner des droits à ce peuple. Et Claude Gueux est la première vraie pierre de ce combat qu'il va livrer. Les livres de poèmes continuent à être écrits, à être publiés, et il faut dire que maintenant, la forme devient de plus en plus belle, de plus en plus accomplie. Il est vraiment le maître total de son talent, de son génie. Et comment ne pas penser aux feuilles d'automne, comment ne pas penser au chant du crépuscule. Il chante la vie, il chante ce qu'il voit, ce qu'il sent, il chante aussi l'amour. Et Sainte-Beuve lui reprochera violemment d'avoir dans le même volume mêlé des poèmes inspirés par Adèle, sa femme, et par Juliette, sa maîtresse. Il faut dire qu'après les retrouvailles à Brest, il avait conduit Juliette près de Jouy-en-Josas, dans un petit village qui s'appelle les Messes, comme la ville de Metz en Lorraine. Il avait loué pour elle une petite maison. Et chaque année, depuis quelque temps, il allait passer les vacances en famille à Bièvre, au château des Roches, non loin de là, chez ses amis Bertin, et c'était évidemment pratique. Il avait sa femme et ses enfants dans une maison, et tous les matins, il partait à la rencontre de Juliette qu'il retrouvait dans les bois. Elle venait, elle, de sa maison, et près d'un châtaignier creux. Il faisait beau cet été-là, et ce fut des étreintes admirables dont ses poèmes portent l'écho, et puis, ensuite, apaisé, assouvi, il parlait. Et il parlait à Juliette de Dieu, parce que, ne l'oublions pas, Dieu escorte toute la vie de Hugo. Dieu est présent auprès de Hugo comme il l'était des chrétiens du Moyen-Âge, avec cette différence essentielle, c'est que Hugo n'est pas chrétien. Ses parents n'avaient pas pensé à le faire baptiser. Léopold Hugo, qui se faisait appeler Brutus sous la Révolution, n'était pas clérical. Quant à sa mère voltairienne, je vous le rappelle, elle n'aimait pas les prêtres, et donc on ne l'avait pas baptisé. Et il avait lu les évangiles. Il avait une profonde admiration, un immense respect pour Jésus, mais ne voyait pas en Jésus un Dieu. En revanche, il sentait Dieu. Alors il parlait de Dieu à Juliette. Et ce sont ces moments-là de l'année 1834 qu'il retrace dans ses poèmes, qui sont parmi les plus beaux que des moments d'amour aient pu inspirer un poète. Mais parallèlement à cette inspiration poétique qui coulait comme l'eau coule d'une source, il y avait ses préoccupations, ses soucis, ses obsessions quant aux hommes et aux femmes de son temps. J'ai parlé de Claude Gueux tout à l'heure, qui est l'histoire d'un homme qui est dans une prison et qui sera condamné à mort. Et à l'origine, il y a la misère aussi, il y a l'ignorance. Mais il voudrait maintenant pouvoir dire, autrement qu'avec des livres, autrement qu'avec des poèmes, ce qu'il pense. Il voudrait prendre sa place dans la société, il estime que le poète a sa place dans l'État. Il voudrait que l'occasion lui soit donnée de dire autrement que par des poèmes, autrement que par des livres. Il voudrait se battre. Il trouve que la société de son temps a les yeux fermés par rapport à cette misère. C'est le début de l'âge industriel, il ne faut pas l'oublier. C'est le temps où l'on appelle des centaines de milliers de paysans de la campagne. On les parque aux portes des villes pour les faire travailler dans ces fabriques qui naissent partout sur le sol français. On ne maîtrise pas du tout l'instrument. En plus, s'il y a mévente, on ferme l'usine et on renvoie les ouvriers chez eux sans indemnité. Et l'ouvrier qui tombe malade, vous imaginez ce qui se passe quand il a des enfants chez lui. Il n'y a pas d'indemnité non plus. Alors c'est la famine. C'est le temps où des enfants, en France, sous Louis-Philippe, meurent physiquement de faim. Et la société du temps n'est pas plus mauvaise que n'importe quelle société, elles sont toutes pareilles. Ces gens-là ne sont pas de méchants gens, dirions-nous, mais ils se disent « qu'est-ce qu'on y peut ? C'est bien triste, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on y peut ?» Et Hugo, lui, ne veut pas fermer les yeux. Et Hugo ne se résigne pas. Et Hugo veut qu'on change ce qu'il faut changer. Et c'est alors qu'il pense à la tribune de l'une des deux assemblées, le Parlement français, et il pense que du haut de cette tribune, il pourra faire entendre une voix qu'il faut faire entendre. Et c'est ainsi que tout a commencé. C'est Lamartine qui était venu trouver Hugo et qui, sachant combien son ami tenait à parler, à dénoncer les grandes injustices de la société, lui avait dit « Mais faites comme moi, Hugo, présentez-vous à la députation !» Car Lamartine s'était fait élire député. Lamartine, comme Hugo, souhaitait parler, souhaitait dénoncer, souhaitait crier.
Et à la Chambre des députés, Lamartine était chef du parti qu'on appelait le Parti social. Et quand je dis chef, il faut savoir que ce parti ne comportait qu'un seul membre qui était Lamartine. On comprend qu'il soit venu voir Hugo en espérant qu'il ait un associé à la Chambre. « Venez avec moi, nous serons deux ». Et Hugo lui répond « C'est très beau tout ça, Lamartine, mais vous oubliez que pour être élu député, d'après la loi actuelle, il faut être propriétaire. » Et oui, rappelez-vous les émissions sur les institutions, c'est ce qu'on appelle le vote censitaire. Et Lamartine était propriétaire, et même propriétaire d'un château. Avec un lac, certainement, évidemment. Private joke. Mais Hugo n'avait rien. Il était locataire. Il ne pouvait donc pas être député. Alors Lamartine réfléchit et lui dit « Eh bien Hugo, faites-vous nommer par le roi pair de France ». En ce temps-là, rappelez-vous, il y avait deux chambres, comme aujourd'hui, la Chambre des députés et la Chambre des pairs. Aujourd'hui, la seconde, c'est le Sénat, bien sûr. Les pairs de France étaient nommés par le roi, ils n'étaient donc pas élus. « Faites-vous nommer pair », dit Lamartine à Hugo. « Oui, c'est très bien, dit Hugo, mais le roi ne nomme que quelques écrivains, mais ils sont tous membres de l'Académie française. » « Eh bien, faites-vous élire à l'Académie française, dit Lamartine. Mais vous n'y pensez pas, cher ami, voyons, vous savez bien que l'Académie est un repère de classiques, jamais ils ne m'éliront. »« Eh bien, et moi, dit Lamartine. » C'est vrai que Lamartine, qui était d'ailleurs l'aîné de Hugo, était membre de l'Académie française, il était romantique, c'est entendu, mais d'une manière beaucoup moins provocatrice que Hugo. Et l'idée était entrée dans la tête de Hugo. Et il s'est présenté à l'Académie française. La première fois, savez-vous combien il a eu de voix ? 2. C'est pas beaucoup. Évidemment, c'était les voix de Lamartine et Chateaubriand, mais quand même, c'est pas beaucoup. Et il a fallu qu'il se présente 5 fois. Ça a duré des années. Et enfin, en 1841, il a été élu et il a prononcé son discours de réception sur le thème de Napoléon et le pouvoir. Un thème totalement politique qui fait dire à la presse le lendemain que c'est une déclaration de M. Hugo pour annoncer qu'il demande un ministère. Et c'est vrai qu'il songeait à un ministère et déjà il pensait que quand il serait à la Chambre des pairs, il pourrait prononcer ses discours qui étaient jusque-là des discours rentrés. À cette époque-là, Hugo n'est pas un homme très gai. La liaison d'Adèle et de Sainte-Beuve s'est achevée vers 1837. Tant que Adèle avait quelque chose à se reprocher, elle ne disait rien en ce qui concerne la liaison de son mari avec Juliette Drouet. Et tout à coup, elle est là, réprobatrice, critique, sévère, et ça irrite beaucoup Hugo, ça ne rend pas son intérieur plus agréable. Il a écrit une nouvelle pièce, Les Burgraves. Cette pièce, en plus, n'a pas de succès, on la siffle encore plus que les autres. Faut dire que, curieusement, c'est une pièce où tous les personnages sont âgés. C'est ainsi que l'un des héros, qui a 90 ans, s'adresse à un autre qui en a 70 et lui dit « Taisez-vous, jeune homme !» Et évidemment, à la première représentation, ça a fait rire même les amis de Hugo. Alors, il n'aime pas qu'on se moque de lui, il n'aime pas qu'on soit encore plus sévère qu'on l'était. Il n'aime pas ce qui se passe chez lui, le climat n'est pas bon, et puis il y a quelque chose qui le peine terriblement. C'est l'année même des Burgraves. Sa fille Léopoldine, qu'il aime, disons-le, à la passion, dont il est éperdument amoureux. Et je peux comprendre maintenant que j'ai moi-même une fille, je crois qu'il est normal qu'un père soit amoureux de sa fille, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Et elle le mérite. Elle le mérite, elle est très fine, elle est intelligente, elle est rare, c'est une petite personne rare, Léopoldine, elle est belle. Et quand il apprend qu'un jeune homme la demande en mariage, il s'appelle Charles Vacry, alors il est fou de douleur. Comment on va lui enlever sa fille? Il se bat et c'est Juliette Drouet, la chère et douce Juliette, qui lui dit « Mais tu n'as pas le droit, tu l'aimes, mais tu dois justement, parce que tu l'aimes, penser à son bonheur. Et ce garçon est très bien, laisse-lui l'épouser. » Et c'est le mariage. Il est de plus en plus triste. Et savez-vous ce qu'a fait Léopoldine, cette petite personne que j'aime infiniment également? Eh bien, le jour de son mariage, encore enveloppée de ses voiles blancs, elle est allée chercher dans sa chambre le missel de sa première communion, et elle, qui était censée ne rien savoir de Juliette Drouet, pas un mot place des Vosges, sur Juliette Drouet, on ignore tout de Juliette Drouet, les enfants ne savent rien, officiellement. Et elle qui ne sait rien, bien sûr, elle apporte à son père le missel, et elle lui dit « Tu le lui donneras ». Et Hugo l'apportera à Juliette, dont vous imaginez vraiment l'émotion, elle est bouleversée, Juliette. C'est le temps des vacances, et chaque année, Hugo offre à Juliette un voyage, c'est ce qu'elle appelle « mon pauvre petit bonheur annuel ». Ils partent sur les routes ensemble, 1 mois, 6 semaines, une fois ce sera même 2 mois, et elle est heureuse parce qu'elle est avec lui. Ils visitent la France, ils visitent la Belgique, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne, une partie de l'Espagne, une partie de la Suisse, ce sont leurs voyages. Et justement, cette année-là, il a décidé de l'emmener visiter le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Tout a une fin, les vacances s'achèvent et il rentre sur Paris, la diligence se relâche à Rochefort, à l'hôtel du commerce, et pendant qu'on change les chevaux, ils entrent tous deux dans la salle de l'auberge. Ils commandent une bouteille de bière, on la leur apporte, il fait très chaud, il y a des journaux sur la table. Juliette prend le Charivari, qui est une publication humoristique, et Hugo, lui, prend un quotidien qui est Le Siècle.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.